Salut à tous, c'est Bourrichon. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la troisième journée du top 14, la dernière avant la trêve liée à la Coupe du Monde. On passe directement au match. Aujourd'hui, j'ai pas envie de perdre de temps, on passe directement à l'équipe de la journée. Il s'agit du Castres Olympique. Alors pourquoi Castres est l'équipe de la journée pour moi ? Tout simplement parce qu'en face, il y avait Bayonne qui arrivait avec de la confiance. Ils avaient gagné le champion titre toulousain lors de l'ouverture du top 14. Ils étaient allés chercher un bonus défensif mérité à Toulon la semaine dernière. Ils pouvaient arriver à Castres donc avec l'intention de repartir avec la victoire. Et ben ça a été pas du tout ça puisque Bayonne n'a pas vu le jour, tout simplement lors de cette rencontre. 37-0 au score final, donc Bayonne repart fanny. Et moi ce qui m'a inquiété surtout chez Bayonne, c'est que y a eu beaucoup de déchets. On a eu vraiment pas mal d'en avant, la conquête a été catastrophique, et on voit que quand les cadres de Bayonne ne sont pas au rendez-vous, l'équipe ne roule pas du tout. Je pense notamment à Camille Lopez, qui n'a pas du tout été dans un bon jour. Alors ça peut arriver, vu tout ce qu'il a apporté à Bayonne depuis son arrivée, on va pas le blâmer. Mais cependant, il a raté 2 pénal-touches, il a été intercepté, il a aussi commis un en avant sur un ballon haut. C'était pas le Camille Lopez habituel qu'on a vu sur la pelouse de Castres. Et donc tout ça fait que Bayonne a totalement sombré. Et à l'inverse, Castres, ils ont vraiment pratiqué du beau rugby. On voit clairement une différence entre le Castres d'il y a quelques années, notamment sous l'ère Urios, qui pratiquait un jeu d'avant, qui voulait concasser son adversaire, qui était un Castres très pénible, et maintenant Castres qui joue de plus en plus vers les extérieurs, avec des recrues plus portées sur l'attaque, notamment Nathanaël Huleux qui fait encore un très gros match et qui marque un très bel essai d'ailleurs. Et aussi Adrien Séguré qui n'est certes pas une recrue mais qui n'est là que depuis 2 ans. Et j'aime beaucoup ce joueur et le voir enfin prendre ses marques à Castres et devenir le titulaire au centre, ça fait très plaisir. À Castres, donc comme je disais, il y a eu 2 beaux essais, celui d'Huleux dont j'ai parlé juste avant, mais il y a aussi le dernier de la rencontre, celui de Lebrun, que j'aime beaucoup car c'est du jeu où ça reste debout, des petites passes après contact, et au final Lebrun n'a plus qu'à courir pour aller marquer l'essai. Enfin bref, maintenant on passe à un autre match où une équipe a surperformé. Il s'agit pour moi de la section paloise. Alors tout d'abord, je vais mettre une petite pièce sur Lyon. J'ai été énormément déçu de ces Lyonnais parce qu'il y avait quand même le retour de Dumortier et Cretin, une équipe quand même intéressante sur le papier et qui, pour moi, en pronostic, je voyais bien Lyon aller gagner à Pau. Et au final, non, pareil, ils ont sombré. Cette fois-ci, pas totalement comme Bayonne, vu que ça s'est fait surtout en deuxième période, alors que Bayonne, ça a été quand même tout le match. Mais Lyon, franchement, j'ai été très déçu. Surtout qu'à la mi-temps, il y avait 10-10. Donc on pouvait croire à ce que Lyon gagne à Pau, quoi. En plus, Lyon a été très indiscipliné, à l'image des 2 cartons jaunes reçus en 2 minutes en fin de match. Et la défense à Lyon a été aussi une catastrophe. Alors certes, Lyon a fait un très mauvais match à Pau, mais à l'inverse, Pau a fait un excellent match. Comme je disais la semaine dernière sur l'analyse de la deuxième journée, Piccheroni a un jeu qui est vraiment porté sur l'attaque, et ça se voit encore sur ce week-end. Ils ont marqué de très beaux essais, à l'image de celui de Théo Atisogbe, encore une fois, ainsi que le doublé de Maddox. Et en parlant de lui, je trouve que sa doublette avec Joe Simons, elle fonctionne parfaitement bien. Dans ma preview du top 14, je voulais que Joe Simon soit en concurrence avec un autre vrai 10. C'est pour ça que j'avais parlé de la perte de Zach Henry comme étant une grosse perte. Et là, finalement, en fait, je me dis qu'il n'a pas besoin de concurrence parce que depuis le début de la saison, il joue parfaitement bien l'anglais. Pau n'est certes pour moi pas l'équipe de la journée, mais elle était vraiment prétendante pour l'être. Et enfin, le dernier prétendant, c'était quand même le Stade Toulousain. Alors certes, au final, c'est une victoire de seulement 6 points, mais sur la rencontre, il n'y avait pas photo. Et Toulouse, quand ça joue, c'est quand même très agréable à voir. Il y a eu des essais magnifiques, celui de Paul Graou, le premier, ainsi que celui de Lucas Tozin, qui est pour moi l'essai de la journée. On voit donc que Paul Graou part du côté fermé du Mol, il porte le ballon, il ne donne pas tout de suite Arthur Rottière, il porte, il hésite à jouer au pied, au final il se ravise, il est plaqué et libère bien son ballon. Ensuite, ça écarte jusqu'à Sofiane Guitoun qui a une vista parfaite. Il voit qu'il y a un 2 contre 1 sur les extérieurs à jouer avec Lebel et Tozin. Il fait une longue sautée vers Lebel qui lui n'a plus qu'à donner sur un pas à Tozin. Et Tozin, il n'a plus qu'à marquer. C'est un essai magnifique. Et pour moi, c'est l'essai de la journée. Le premier essai de Paul Graou aurait pu aussi être l'essai de la journée. Mais bon, il fallait en sélectionner un. Et je ne peux pas parler tout le temps de Toulouse. Puisque je veux aussi parler de Graou, puisque pour moi, c'est l'homme de la journée.
Il a été présent sur les 3 essais, vu qu'il en marque 2 et il fait une énorme action sur l'essai de Tozin. Et après, dans le jeu, il a été parfait, je trouve. L'absence de Baptiste Germain à l'ouverture n'a pas perturbé le demi-mêlée et il a fait encore un très grand match. Ce match était en plus très intéressant puisque quand Toulouse a commencé à se relâcher en seconde période, Oyonnax à l'inverse a commencé à accélérer. Et à la fin, on pouvait se dire qu'Oyonnax pouvait remonter et on croyait potentiellement à un retour d'Oyonnax. Bon, il n'en est rien puisque Toulouse a gagné quand même assez facilement. En plus, ils reviennent à 6 points sur la sirène, donc c'est plutôt logique que Toulouse gagne. Mais je suis quand même déçu pour Oyonnax qu'il n'y ait pas ce bonus défensif parce que vu le retour qu'ils font, ils l'auraient mérité. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Et là, comme la semaine dernière, il y a un problème de buteur à Oyonnax. Jules Soulan est encore une fois coutumier du fait. Alors là, elle était un peu compliquée, elle était excentrée, mais quand on voit son taux de réussite l'an dernier en Pro D2, on se dit quand même qu'il pouvait la réussir, et qu'il pouvait donc permettre à Oyonnax de décrocher un bonus défensif. Et Oyonnax, j'espère qu'ils vont pas le regretter en fin de saison, de ce point de bonus manqué, parce que franchement, il aurait été mérité. Maintenant, on va passer aux rencontres qui m'ont un peu moins plu, donc on va y aller très rapidement. Alors déjà, UBB Toulon, c'était quand même une purge, hein. Au début, il y a eu pas mal de jeux, notamment de Bordeaux, sur les 2-3 premières minutes. Je me suis dit que ça allait être un match avec du rythme. Pas du tout. Il n'y a eu aucun jeu des deux côtés, qu'on se le dise. Juste, je pense que Toulon peut se mordre les doigts, vu qu'en seconde période, ils ont eu plus d'action, plus de possession. Ils ont 2 essais sur Moll. Ils ont un essai qui est refusé à Tuikouvou. Franchement, Toulon pouvait gagner ce match. Mais bon, vu la première mi-temps qu'ils proposent, où ils n'ont proposé d'ailleurs aucun jeu, je trouve que le bonus défensif leur correspond. Et à Bordeaux, c'était un match sans grandes envolées non plus. Je vais juste retenir que l'UBB donc peut fêter le départ de ces 2 légendes que sont Vadim Kobilas et Jean-Baptiste Dubié tranquillement. Et au moins, ça gâche pas la fête. Après, je vais enchaîner sur l'autre match du soir, Clermont-La Rochelle. Alors c'était un match avec déjà un petit peu plus d'envolées, un petit peu plus de jeu, même si bon, ça restait quand même un petit peu chiant. Au début, pareil, je me suis dit que ça allait être un match hyper intense, avec beaucoup de rythme et tout, vu qu'il y a eu un essai au bout de 2 minutes 30, 3 minutes de jeu. Mais non, en fait, il aura fallu attendre 30 minutes pour en voir un autre, et ce sera le dernier de la rencontre. Il y a eu quand même des actions d'essai, notamment je pense à cette percée d'Erito, où quelques temps de jeu après, Daniel Bibiziou fait un en avant, ce qui est fort dommage, et à l'inverse, pour La Rochelle, je pense à cette percée de Dylan Linz qui est bien plaqué par Bernramid Ourdapileta. D'ailleurs, en parlant de lui, c'est mon coup de gueule de la journée, c'est le numéro 10, Auvergnat. Alors, on en a beaucoup parlé dans les médias, je vais juste expliquer mon avis. Je pense que Ourdapileta, il n'avait pas à faire ça, il a totalement pété un plomb. Certes, peut-être qu'Ogara le gêne, j'en suis même pas sûr, mais peut-être qu'il le gêne. Mais franchement, le pousser 2 fois et ne même pas laisser excuser après, c'est vraiment pas classe du tout. Et franchement, c'est mon flop de la journée, Benramino Ourdapileta. Après, je pense qu'une suspension serait trop sévère. Quand on voit que par exemple Scott Barrett n'a pas été suspendu et qu'Owen Farrell au départ avait été blanchi avant d'être suspendu, je trouve qu'une suspension d'Ourdapileta, ça semblerait pas très logique. Enfin bref, pour moi, c'était quand même une belle connerie de sa part. Passons maintenant à Racing Perpignan. Je vais juste dire que Perpignan c'est une catastrophe depuis le début de la saison, mais encore plus ce week-end parce que là franchement c'était triste, hein. Le nombre de plaquages manqués, le Racing n'a même pas eu à forcer en fait, ils ont marqué des essais juste avec leur puissance et évidemment les plaquages manqués de Perpignan. Quand il y a 33-0 à la pause, ça fait vraiment très ridicule. Surtout qu'en plus, les 2 essais de l'USAP, certes, il y a un Moll qui est construit, avec quand même une grosse erreur de défense du Racing sur le départ de Velard, mais après, il y a quand même un essai complètement casquette où Neytouvi n'arrive pas à récupérer le ballon. Franchement, j'ai été très déçu de Perpignan, comme depuis le début de la saison. Et enfin, on passe à Stade Français Montpellier. Je trouve que c'est une anomalie de voir le Stade Français premier avec 3 victoires. Ils ont quand même joué Oyonnax, qui est un promu et qui a loupé énormément de points de pied la semaine dernière. Perpignan à domicile qui est catastrophique et Montpellier qui a la tête dans le seau depuis toute la saison dernière. Ils ont eu de la chance d'avoir ce calendrier, ils ont encore eu de la chance sur le terrain et franchement le Stade Français en jouant mal, être premier, ça m'écœure un petit peu. Quand je dis qu'ils ont de la chance, c'est que là ils ont un bonus offensif contre Montpellier avec un essai donc de pénalité où Léo Colli est beaucoup trop attentiste sur l'action. Enfin franchement, certes Dakwaka va vite, mais il pourrait accélérer un tout petit peu quand même et puis après en plaquage alors que l'autre n'a pas récupéré le ballon, c'est du niveau cadet, c'est franchement pour un joueur professionnel et surtout un joueur qu'on attend à un niveau en équipe de France à terme, je vois qu'il y a encore du travail pour y accéder à ce niveau. Enfin bref, les matchs c'est fait, maintenant on va parler des joueurs.
Alors en top, j'en ai déjà un peu parlé, mais la doublette de Jack Maddox, Joe Simons, elle a vraiment fonctionné. J'avais bien aimé Joe Simons sur les 2 premières journées déjà, mais là franchement il a fait un match de patron. Jack Maddox aussi, là depuis le début de la saison ça fonctionne bien, même la saison dernière aussi. Franchement, c'est un joueur qui a été beaucoup blessé, qui a été donc souvent absent à la section paloise, mais dès qu'il jouait, ça se voyait. Et là, j'espère qu'il va pouvoir enchaîner donc à la reprise, parce qu'il fait beaucoup de bien à Pau. Donc en top, je mets aussi Paul Graou, j'en ai déjà parlé. Et enfin, je mets Wayme Nightwi, qui avait été un peu en dedans au Racing. Bon, on l'avait pas beaucoup vu contre Bordeaux à cause du carton rouge de Palu. À Pau, il fait des en avant grossiers, mais là, il fait un match de patron. Alors certes, il y a cet essai casquette de Lucas Dubois, mais sinon il fait un match de patron. Et je parlerai aussi en dernier donc de Nathanael Huleux qui fait un gros match, et de Léoné Nakarawa aussi, le deuxième ligne fidjien qui marque un essai et qui franchement on avait des doutes sur son niveau de jeu, mais là il est en train de monter en puissance. Et à l'inverse, en flop, je vais mettre 3 joueurs de la charnière. Je vais mettre d'abord Léo Colli qui a très mal géré à Montpellier, qui a pris donc un carton jaune sur cet essai que je vous ai montré, qui a vraiment pas été bon du tout, et je suis vraiment très déçu parce que j'ai beaucoup d'attentes en ce joueur. Je mets aussi Paul Abadi pour la 2e semaine consécutive, parce que là il a fait un peu le même match que contre Castres. Ses jeux au pied étaient catastrophiques, il n'était pas bon dans la gestion, et l'entrée de Théo Nanette a fait beaucoup de bien je trouve à cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Et enfin, le vrai flop de cette journée, j'en ai déjà parlé, c'est Benjamin Urdapilleta. Je trouve que ces 3 joueurs donc ont fait des prestations vraiment pas du tout à la hauteur. Enfin bref, la vidéo est déjà terminée. Les 3 journées de top 14 sont passées hyper vite. Là il va y avoir une pause d'1 mois et demi pendant la Coupe du Monde. En tout cas j'espère comme tout le monde que la France va être champion du monde et je vais être à fond derrière les Bleus. Pour la prochaine analyse du top 14, on se retrouve la semaine donc, du 30 octobre. Donc après la reprise top 14 qui se passe le 29 octobre, lendemain de la finale de la Coupe du Monde. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, écrire un commentaire et activer la cloche. Ça va référencer mon boulot et permettre à YouTube donc de me mettre en avant. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé, c'était Bourrichon, ciao ciao.